Romain, donc tu es connu pour tes articles, pour tes vidéos et pour tes différents livres. Le dernier s'appelle The Beautiful Game. Est-ce que tu peux nous faire le pitch finalement de ce livre? Bah écoute, déjà, je te remercie pour l'intérêt. Bon, je l'ai sous-titré Foot, guerre et politique des footballeurs face au destin. Il est assez compliqué à résumer en quelques mots, mais on va dire que j'utilise le foot comme un objet de recherche à 360 degrés et à travers le destin de joueurs et entraîneurs à travers le monde. C'est quelque part l'histoire moderne du Yémen, de l'Irak, du Cambodge, de l'Afghanistan ou de Cuba, avec, je pense, des destins de joueurs qu'on ne voit pas ailleurs, quoi. C'était aussi un message d'amour pour le football que j'ai, quoi. Ça met un peu côte à côte finalement des passionnés de football, des joueurs, des entraîneurs qui vivent dans des pays où on n'a pas forcément envie d'aller en vacances tout de suite, hein, dans des contextes géopolitiques qui sont parfois assez pénibles. Et c'est vrai que pendant tout le livre, finalement, les deux mondes se juxtaposent et le livre est passionnant, je crois qu'il faut dire. Alors, je sais que Merci. certains d'entre nous l'ont lu. Christophe, tu as quelque chose à dire? On voit au travers du football comment ça peut toucher aussi le monde du football. On voit aussi la main de la FIFA un peu partout. Et c'est vachement intéressant à lire. Alors, je dirais, si on est un lecteur qui ne s'intéresse pas trop à la géopolitique, il faut prendre le temps de le lire. Je veux dire, il faut se prendre un chapitre, même regarder une carte après, et regarde, c'est vachement intéressant. Moi, je trouve que j'aime bien un peu la géopolitique à la base, donc j'avais déjà une appétence pour ça. Mais même si on ne connaît pas trop, c'est très intéressant de se dire, tiens, je me pose, où c'est ce pays-là, qu'est-ce qui se passe? Et non, c'est très très intéressant. Franchement, c'est bien écrit, ça se lit facilement, c'est très très bien. Le foot, c'est un prétexte pour voyager quelque part. Et puis souvent, ces mecs-là sont pas usés par l'appareil médiatique parce que globalement, c'est pas des sélections qui font parler d'elles au niveau footballistique. Alors que ça peut être des grands pays de foot. Hein. L'Irak est un pays de foot incroyable. Je veux dire, la passion pour le foot en Irak, c'est absolument incroyable. Même au Cambodge, hein, le Cambodge, c'est rempli quand l'équipe nationale joue. Alors que pour l'avoir vu jouer de mes propres yeux au Qatar, je peux te dire que c'est pas non plus Joga Bonito. Hein. C'est pas le LOSC face au Milan. Hein. On va dire ça comme ça. Hein. Tu as des destins très très forts. Tu vois, l'Irak 2007, quand ils gagnent la Coupe d'Asie, leur seule Coupe d'Asie, le pays est dans un état sans dessus dessous. C'était la guerre des milices après l'invasion américaine de 2003. 4 ans après la mort du fils de Saddam qui torturait la sélection pendant plus de 18 ans. Bah, si tu veux, c'est incroyable. Quand même, des membres de la famille de certains joueurs kidnappés et tués lors de la Coupe d'Asie, ils arrivent à la gagner. C'est la seule fois de l'histoire qu'ils la gagnent. Cette histoire-là, par exemple, je ne sais même pas comment elle n'a pas été scénarisée ou autre, parce que c'est peut-être la plus belle histoire footballistique de ce siècle-là, pour le moment, en tout cas. Et alors c'est vrai que le bouquin fourmille d'anecdotes qui sont spectaculaires, et notamment certaines qui démontrent que le foot est vraiment quelque chose de très populaire, et c'est pour ça en fait que forcément ça attire les politiques. Alors tu parlais de la victoire irakienne, c'est vrai qu'il y a une phrase à un moment où il est marqué, c'était ambiance France 98 avec une symbolisme très forte car il y avait des morts sur le trottoir. Hein. Il y a des portraits qui sont vitrioles. Tu évoquais aussi le fils de Saddam Hussein qui mettait en prison les joueurs de foot quand ils perdaient. C'est complètement ahurissant. On imagine, on remarque que c'est peut-être une leçon finalement à retenir. Peut-être que pour Marseille, s'ils se qualifient l'année prochaine en Ligue des Champions, c'est peut-être une idée pour motiver un peu plus les joueurs. Je sais pas, c'est à creuser. Il faisait pas que les mettre en prison, il les torturait aussi. Puis il avait des... Tu sais, dans la torture, il avait quand même un côté sadique. Par exemple, quand il utilisait les eaux usées, là, vous voyez tous les eaux usées, c'est un grand bac donc rempli de moustiques. Il y avait une échelle, il obligeait les joueurs, donc 2 joueurs notamment, à monter à l'échelle et pendant des heures à se jeter donc depuis le haut de l'échelle dans les eaux usées. Pendant 2-3 heures. Après, ils faisaient des pompes pendant 2 heures en même temps qu'ils étaient fouettés. Enfin, il faut quand même avoir l'imagination pour se dire, il faut être quand même sacrément fou furieux pour se dire, on va les faire plonger dans des bacs d'eau usée avec des moustiques depuis 10 mètres de haut, quoi. Mais il faut vraiment être fou furieux, quoi. Alors, pour l'entraîneur de Marseille l'année prochaine, qui s'arrête à la prison, hein, le reste, c'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin. J'aime beaucoup aussi ça, les portraits d'entraîneurs. Les gens, le Belge qui était au Népal, voilà, Vieira, comme je disais tout à l'heure, même les entraîneurs qu'on aperçoit entre deux, qui prennent une équipe pour 2 mois, 3 mois, puis après ils s'en vont. C'est quand même c'est pas un métier, enfin c'est vraiment un truc de baroudeur, quoi. Quand tu parles de Patrick Aussems, donc entraîneur belge qui a été au Népal, lui c'est une odyssée. S'il arrive après le tremblement de terre, il n'y a plus un terrain quasiment, il n'y a plus de foot, il n'y a plus rien. Peut-être 2 mois après, il y a 5 joueurs dont son capitaine qui sont bannis à vie pour match truqué et jugés pour trahison. Le président de fédération tombe 10 ans de suspension pour corruption. Et là, tu as une anecdote, moi il m'a tué, c'est le choix du capitaine au Népal, où tout le monde lui dit, coach, il faut un capitaine, il faut un capitaine.
Conférence de presse en direct à la télé et il me dit j'annonce 3 capitaines. Il me dit oh le scandale. Il me dit tu te rappelles quand Johnny Hallyday est mort en France, toutes les télés en parlaient. Mais il me dit pareil. Et là je suis clos au pilori. Le coach nomme 3 capitaines, le scandale. Et il me dit je comprends pas. Je leur dis mais si je nomme un capitaine et que ça passe pas cette semaine, j'ai besoin de temps. Le ministre des Sports lui dit mais coach vous pouvez pas faire ça. Mais il dit pourquoi? Non mais vous pouvez pas faire ça. Et son président de fédération par intérim va lui avouer. Il lui dit mais coach quand vous êtes nommé capitaine au Népal, vous obtenez une pension à vie de l'État. Ah oui, il fallait peut-être me le dire. Maintenant, je comprends pourquoi les 3 ils étaient contents. Parce que le terrain est complètement défoncé. Enfin, moi, ça me rappelle ma jeunesse. Hein. Non, mais c'est vraiment ça. Les mecs, ils arrivent avec une sélection nationale, le terrain est défoncé, ils peuvent faire que du jeu à la main. Quoi. Enfin, oui, il n'y avait pas l'hôtel. L'organisation se trompe d'hôtel pour la conférence de presse. Il l'amène à l'autre hôtel Radisson qui est à 45 minutes. Enfin, c'est une organisation, mais tu pètes les plombs. Moi, j'avais une question qui me semble importante dans la Mano Negra parce que à un moment, tu parles du LOSC. Une seule fois, si je ne dis pas de bêtises. Tu parles de Tenny Yerima que tu essayes de joindre. Le problème de Tenny Yerima, c'est que c'est l'un des plus grands mythomanes du monde. Et c'est lui, Tenny Yerima, d'ailleurs, qui va faire racheter le club de Moucron quand Lille vend le club à l'époque. Et je sais, par des gens qui connaissent Yerima, qu'il a été reçu plusieurs fois et tout. Et là, il leur parlait de ramener un mec de Biélorussie et tout. C'était à l'époque où Lopez cherchait vraiment du cash. Bon, tu me diras, il a toujours cherché du cash. Et lui arrivait avec des pseudo-solutions, avec son pote Touvenel, un ancien joueur aussi bien folklorique. Ah, donc je sais qu'ils y sont allés plusieurs fois et qu'ils étaient reçus avec tous les honneurs. Et à la base, c'était pour ramener des mecs de Biélorussie. Tu sais, ni d'Ève ni d'Adam. Mais il y allait vraiment, quoi. Et moi, ce que je trouvais phénoménal, c'est que Lille écoute un type pareil. À Lille, on a parfois la culture de la mythomanie. Hein. Rappelez-vous de l'affaire Zacharias dans les années 50 avec le joueur obscur dont on a parlé la semaine dernière. Un type qui n'était pas du tout joueur de foot et qui s'est fait passer pour un international et qui a failli se faire embaucher à Lille. Mais le gros projet que j'ai là, c'est un petit livre caritatif, parce que je vais monter une association en Haïti avec notamment la famille d'une des victimes donc, de viol par l'ancien président de la fédération. Donc une association contre l'illettrisme. Et où tous les bénéfices de cet ouvrage seront versés à cette association-là. Et donc ça, c'est un truc sur l'histoire du football haïtien. Donc je fais beaucoup d'entretiens avec les joueurs et les dirigeants. Et ça, c'est le projet que je fais parce que je pense que le monde est fait pour faire des causes. Et celle-là, ça me permettra de fermer la page de ce dossier-là qui aura changé ma vie, que je le veuille ou non, et qui aura changé aussi un minimum, on va dire, l'histoire du football haïtien, ce qu'on a fait là, ce qu'on est en train de faire. Donc, on a la chance d'avoir Romain avec nous, qui a publié récemment une vidéo qui s'appelle Le grand bluff de Gérard Lopez. Depuis que Lopez est arrivé, de toute façon, il a fait un gros coup de bluff, pour lui qui a marché, très clairement, surtout ce qu'il est en train d'essayer de récupérer là. Son modèle économique notamment, ce qu'il a fait, c'est quand même... C'est l'ultra-capitalisme appliqué au foot, en fait, tout simplement, avec Elliott et tout le reste. Moi, je ne vais pas parler du terrain, je ne regarde pas assez de matchs du LOSC. Par contre, bravo au staff, bravo aux joueurs, bravo à Galtier. Énorme ce qu'il fait. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la régularité de ce mec-là. Mais si tu regardes ailleurs, on va dire que la soupe était très bonne au LOSC. Et moi, mais quelque part, je suis assez optimiste parce que tu n'as plus d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, après qu'ils prennent à crédit, il y en a beaucoup qui le font, mais le train de vie du club, il était délirant. Absolument délirant. Il suffit de voir l'augmentation des fameux autres charges qui me tuent, ça me tue. Tu regardes simplement les bilans d'NCG, tu regardes les dépenses comme elles ont aussi explosé. Puis là, on a vu en plus en termes de commission d'agence que ça peut donner, ça a aussi explosé. Tout a explosé. Et ce que les gens oublient, c'est que sur chaque transfert, il y avait un intéressement. Et en bluff, ça fonctionne tout le temps. C'est juste la qualité des communicants des mecs. Il faut reconnaître qu'il est bon communicant. La première année a été catastrophique, donc tout le monde lui tombait un peu dessus. La deuxième année est bien meilleure. Il y a la bip bip qui décolle. C'est incroyable. Le jeu développé par le LOSC est super beau. Et il fait un édito, il fait une déclaration d'amour au club en disant en gros, je connaissais pas Lille, je connaissais pas le LOSC, j'ai appris à l'apprendre, je suis tombé amoureux de ce club. Et évidemment, 90% des supporters avaient des yeux, tu vois, comme des merlans frits et sont tombés amoureux de ce mec, quoi. Je vais reprendre une citation d'Amano Negra, parce que je l'ai pas terminé, je dois être tout à fait honnête, mais je l'ai commencé hier soir, donc j'ai une bonne excuse. Donc et par contre, j'ai repéré une petite phrase qui résume bien finalement la position du supporter par rapport à ces échanges finalement de gouvernance dans le club. Je crois que c'est Pini Sahavi qui disait à un moment les supporters, ils s'en foutent de qui détient le club, ils se préoccupent seulement des résultats de leur équipe. Que ce soit finalement Elliott ou
où Merlin, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet. Et après, il y a le contexte et il y a le détail des comptes. C'est ça qui est important. C'est ce que tu montres dans la vidéo. Tu as communiqué ce matin, Romain, sur Twitter. Il y a 23 millions de coûts d'agents sur l'année 2020, pardon. Et alors que l'année précédente, on était à 8 millions, 5 millions l'année d'avant, ça fait que sur la dernière année, c'est une augmentation de 171%. Alors, on est dans un contexte inflationniste pour l'ensemble des clubs, mais c'est vrai qu'il y a une vraie particularité lilloise et qui explique les difficultés financières, les difficultés de remboursement et ces fameux autres frais que tu évoquais dans ta vidéo. Pas que lilloise, parce qu'en fait, il faut toujours comparer cette somme-là vis-à-vis de l'ensemble des transferts, en fait. Parce que les commissions d'agents, normalement, elles prennent en compte les années de contrat et les salaires des joueurs. Mais tu prends par exemple Saint-Etienne, les gens n'en parlent pas. Mais comment ils ont pu donner 5 millions de commissions d'agents Saint-Etienne? Ils ont fait quoi comme transfert l'an dernier? C'est incroyable quand tu réfléchis, ce chiffre de Saint-Etienne, il est lunaire. Si tu regardes les transferts entrants à Lille l'an passé, si je crois, je dis pas de bêtises, c'est 90, 100, ça doit être 100 millions comptant mercato été, mercato d'hiver, si je dis pas de bêtises à peu près. Lyon a fait plus, par exemple. Par contre, en vente, à la vente de Pépé, etc. Mais normalement, la vente de Pépé, à moins si tu as mis un mandat à un mec et que tu vas lui filer 5 à 10% de la somme, tu n'es pas obligé de le faire en théorie. Mais ça montre une chose, ça montre que Lille a donné beaucoup de mandats sur les joueurs qui sont partis. Et le problème, c'est que la somme, si tu la mets vis-à-vis des transferts entrants, elle est colossale. Mais elle n'est pas plus colossale que Saint-Etienne. Hein. Mais Saint-Etienne, c'est discret. Personne ne va te dire 5 millions, ils n'ont quasiment pas fait de transfert. À l'inverse, je veux dire une chose sur le truc d'NCG. C'est très mauvais quand un club a des commissions d'agents très faibles. Ça veut dire qu'il y a magouille. Type Nantes. L'an passé, 400 000 €. Non mais attends, mais c'est pas possible. Quand tu mets les transferts et les prolongations de contrat, c'est forcément plus. Donc quand il y a ça, tu te dis, ils ont magouillé ailleurs. Et puis bizarrement, à Nantes, les autres charges, comme Lille, tiens, je sais pas pourquoi. C'est passé je crois, de 17 à 27. Bon. Il y a quand même deux mondes entre le sportif et l'extra-sportif. C'est la sensation que ça en donne. En tant que supporter, et tu l'as bien dit, tu demandes aux supporters de s'exprimer, c'est toujours même difficile d'entendre du mal à propos de son club, que ce soit du sportif ou de l'extra-sportif. Et c'est pour ça que Romain aussi s'en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux. C'est qu'on touche à... Et même Jérémy Lison a aussi cet amour-là, il peut le dire aussi. C'est quand même ultra... ça fait mal en fait quand on dit ouais le club c'est bon, il va pas passer à la DNCG, on a toujours cette crainte, va être relégué en Ligue 2. Et c'est vrai que c'est toujours très très blessant d'entendre ces mots-là quand tu suis un club comme nous on le suit. Donc ouais, c'est cette situation-là, on la vit maintenant depuis 4 ans, quoi. On n'est pas serein non plus, quoi. Moi, en tant que supporter, amoureux du club, j'ai un peu ce côté naïf de me dire, j'aime le football, j'aime le terrain, mais derrière, il y a tout ce côté dont on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais ce côté un peu moche, quoi. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on n'ait plus de vrais patrons à la tête du club, quoi. On a des gens qui viennent, qui se servent, qui s'en vont. Enfin, on n'a pas l'impression d'avoir quelqu'un qui dit tiens, j'arrive et je suis là pour 10 ans, je suis là pour 15 ans, j'ai un projet sportif, je vais faire quelque chose de ce club. On a 55 joueurs, ça fait 5 joueurs par place, quoi. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, mais on joue qu'un championnat. Hein. Je préférerais qu'on ait quelqu'un qui soit peut-être un peu moins fortuné, mais qui ait une ambition à long terme. Bon, pas grand-chose, hein, 5-10 ans, ça serait déjà pas mal. Et qui rebâtisse un peu ce centre de formation qui vaut autre chose que de l'immobilier chinoise, quoi. Oui, on va un peu au stade, finalement, en se pinçant le nez maintenant, tu vois. Mais ça fait des années, c'est depuis l'arrivée de Lopez, avec mes copains, on est en honneur et on s'est posé la question à un moment, on s'est dit, bon, il n'y a plus de bière, on se fout de nous, on voit bien que c'est un système tout financier international. Et on s'est dit, est-ce qu'on va à Moucron? On en était vraiment là, parce qu'à Moucron, tu peux boire des chopes, tu rigoles, et il y avait, il y a quelques années, encore un esprit familial. Avec la Bip Bip et ce qu'on vit actuellement, cette capacité à se projeter vite, la qualité souvent des ailiers, etc., grâce à ces mecs, grâce à Campos, grâce à Ingla, grâce à Lopez, on s'est projeté dans le football moderne, et on a beau savoir que ça pue la merde, on applaudit, on se lève, on crie, et on est content, parce qu'on est picousé au club. Mais en vrai, et c'est ce que disait Romain tout à l'heure, quand on en parle, quand l'émission elle est finie, on parle de quoi? On parle de Grémont-Préjoris, on parle des branlés qu'on prenait en D1 puis en D2 et des matchs contre Louan-Cuiseaux, on était 2500 et où pour le coup, tous ces mecs qui sont à l'écran là, on y était, nous on faisait partie des 2500 et on est nostalgique un peu des losers magnifiques qu'on était. Mais quelle chance on a d'avoir Galtier. Quelle chance
quelle chance on a d'avoir un vrai être humain, un mec qui est transparent dans sa communication. Alors, vous savez que souvent, je me fais l'avocat du diable. Souvent, je suis un peu le Don Quichotte du bistrot des LOSC à défendre la veuve, l'orphelin et le Gérard Lopez. Je voulais préciser une chose. C'est pas Gérard Lopez qui a enlevé les bières au stade. C'est un acte de la loi Evin. C'est bien antérieur à ça. Il ne faut pas l'accuser de tous les maux. Je vois une question également de Stéphane sur les commentaires Facebook qui me demande c'est combien la com Doc du Net quand ça signe à Lille. Donc je précise, c'est complètement gratuit. Nous, on est là pour l'amour du maillot. Hein. C'est top. Demandez à Romain ce qu'il pense de l'étang quand même. S'il est cadré, je le redis, c'est en outre l'un des plus grands bosseurs du football français. Par contre, c'est un mec qui ne va pas compter ses journées, il va se donner à fond, très bon communicant. Maintenant, si on lui demande de faire ça et de se cantonner sur les tâches administratives, etc. et tout, il est très bien. S'il commence à être intrusif de partout, comme il l'a fait à Rennes, ça se termine très mal. Maintenant, c'est au club de mettre et aux gens au-dessus de lui de mettre des limites, quoi. Tu sais des choses sur les gens au-dessus de lui parce que nous, on ne sait rien sur ces gens. Elliott est toujours dans le coup. C'est le seul truc que je sais. Le reste, c'est même pas moi qui le sais, c'est les gars du New York Times qui m'en ont parlé il y a 2 semaines. Un peu. Dernière partie de l'émission, c'est la présentation du livre de Jérémy, donc Jérémy Lison, qui porte bien son nom finalement. Alors Jérémy, pourquoi ce livre et comment il est né? Vraiment l'idée d'écrire le bouquin, ça m'est venu en 2017. Tout début sur ma page Facebook, j'ai Jeune Tour. À la base, j'écrivais des récits, tout ça sur Facebook. Mais au vu du temps passé, je me suis dit, tiens, vu le temps passé, autant en faire un vrai livre. C'était au retour d'Everton, un match de Coupe d'Europe qu'on perd 3-0, enfin bref. Et là, le retour fut chaotique. On devait prendre l'avion, on rate celui-ci. Donc, du coup, là, je me dis, en fait, j'ai quand même un mode de vie pas normal. Et il y a de quoi en écrire un bouquin, quoi. On l'a démontré au début de l'émission, quand on présente un livre dans le bistrot des LOSC, on a une équipe de lecteurs. Et sur l'itinéraire d'un supporter gâté, on a Jérémy, donc, qui s'y est collé, qui a parcouru le bouquin. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jérémy ? Je le voyais, je le rencontrais souvent de loin. On se connaît à peu près tous de visu quand on va en tribune. Julien peut aussi le confirmer. Quand on va à Reims, on voit tout le temps à peu près les mêmes gens. On voit des gens différents lorsqu'on va plus loin. Et au final, lorsqu'on va à Londres, lorsqu'on va en Espagne, la durée d'un match, c'est quoi par rapport au fait de partir de chez soi, de se retrouver entre copains, de prendre le bus ensemble, ou l'avion, ou le bateau, ou le train. Et au final, on se rend compte que le match ne dure qu'une infime partie de ce voyage. Au final, on se rend compte aussi, en tant que supporter, qu'il n'y a pas 2 déplacements identiques. On peut aller dans la même ville, l'année d'après, 2 ans après, ou des années après, on ne vit jamais le même déplacement. Un peu la montée en puissance, la découverte du club, ton intégration dans les groupes de supporters, on voit tes déplacements qui se font, on se reconnaît, alors on reconnaît, même s'ils ne sont pas cités par souci de discrétion, on reconnaît les groupes de supporters que tu évoques, on reconnaît même derrière certains pseudos des supporters qu'on côtoie au quotidien, tu cites même des blagues que tu attribues sur un style de Raymond DeVos, alors je dirais c'est plutôt Raymond DeVos avec 3 grammes dans le sang, on ressent une certaine lassitude qui ne veut pas dire que tu n'aimes plus le club, mais nous, on l'a tous connu, une certaine lassitude qui vient avec le temps, avec les charges familiales, les obligations professionnelles, et qui fait qu'on perd un peu de l'étincelle, même si l'étincelle est toujours présente et elle est prête à se réanimer à chaque événement sportif. Alors, est-ce que j'ai bien résumé ton livre, Jérémy ? J'ai vraiment voulu transcrire tout ce que j'ai vécu, mes émotions, tout ça. C'est important aussi pour moi de parler un peu de ma vie privée, comme vous avez pu constater ceux qui l'ont lu, pour justement que les gens s'immiscent dans la vie d'un supporter, quoi, parce qu'avant d'être un supporter de l'autre, je suis aussi un être humain, je vis à côté de tout ça. Donc c'est important aussi pour moi de mettre à côté ma vie privée, que les gens comprennent en même temps ce que représente le LOSC dans ma vie, quoi. Il n'y a que les déplacements à Lens qui nous ressemblent tout le temps. On prend toujours 3 points et à chaque fois c'est la même chose. Donc, sans vouloir être arrogant, les retours sont bons. Donc c'est vrai que moi, en tant qu'écrivain, savoir que les gens apprécient mon récit, vraiment ça me touche. Hein. Avant ce livre, je l'ai écrit pour vous, quoi. Je veux dire, ce livre, c'est 3 ans de travail.